J'invite à me retrouver Laurence Meignery, Jean Moreau, Maud Sarda, Bastien Ogieri et Paul Midi. Donc bonjour à tous. Première question, on a vu la parole du ministre il y a quelques instants. Donc sur les nouveaux critères finalement qui pourraient être intégrés dans les stratégies d'innovation et pour définir finalement ce que sont les champions, les licornes de demain. Et on peut se poser la question de la place finalement d'engagement écologique, sociaux, de l'impact positif aujourd'hui dans le soutien et dans les attendus de la French Tech en France. Alors pour commencer un peu à en discuter, je voulais poser la question à Jean. Qui a été un des premiers entrepreneurs à impact à être membre du French Tech 120. Est-ce que toi, tu as senti dans l'écosystème finalement French Tech que tu as pu côtoyer une attention, une envie de pouvoir participer et suivre ces engagements d'intérêt général au-delà des enjeux du soutien à la croissance rapide. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présence. Merci à Monsieur le député aussi. La réponse est oui, donc ça c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que la première tribune qu'on a faite pour secouer un peu le cocotier et soulever ce sujet, elle date de 2019. Donc ça fait 4 ans qu'on a spoté cette incohérence et qu'on martèle le message. Donc j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois qu'on fait cette table ronde, mais c'est pas grave. Ça fait partie du job de répéter, d'évangéliser, donc aucun problème. Après, sur la prise de conscience, je constate qu'elle évolue effectivement. Moi, ça fait maintenant presque 9 ans qu'on a lancé Phoenix, qui est une boîte qui est à la fois un pied dans le monde de la tech traditionnelle, dans des univers comme le Galion ou la French Tech, qui sont des pure players de la Startup Nation. Et puis on vient de l'autre côté avec un impact social, environnemental, la réduction du gaspillage. Et donc on a aussi un pied dans un monde qui est plus engagé, plus militant. Et donc je vois que ça converge. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça a mis du temps. C'est deux mondes qui partaient de très loin, mais qui commencent à converger. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a beaucoup de fondateurs ou de fondatrices qui, notamment sur un deuxième projet, parfois après avoir été successful, avoir gagné de l'argent, se disent en fait maintenant... mon prochain projet sera un projet à impact. Donc on sent que ça monte chez les talents, il y a de la pression politique, on le voit, il y a de la pression sociétale de la part des consommateurs, il y a de la pression réglementaire et il y a de la pression des talents. Les développeurs, les talents veulent bosser dans des boîtes à impact ou à minima ne veulent plus aller dans des boîtes qui n'ont pas d'impact. Après sur les critères, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a deux choses, pour moi il y a deux choses. C'est le how, c'est-à-dire comment on le fait. Et donc là on sent que monte une critique sur la course effrénée aux levées de fonds, au modèle purement capitaliste, où on abandonne une partie du capital à des fonds d'investissement sur un modèle en fait traditionnel. Et on s'aperçoit, et c'est une partie des critiques sur le classement d'hier soir, que les modèles autofinancés en mode small is beautiful, où on grossit de façon maîtrisée, en gardant le contrôle de sa boîte, en répartissant la valeur plus équitablement, sont un peu déclassés, sont hors radar, alors qu'en fait on a construit de très belles boîtes de cette manière-là. Donc ça c'est plutôt sur la façon de faire. On est encore très très focalisé sur aller vite, hyper-croissance financée par des fonds extérieurs. Et deuxième chose, sur le why, c'est-à-dire quel est le but de mon entreprise, à quoi sert mon énergie, à quoi est dédié mon projet, ma techno, mon outil. Et il y a des questions qui émergent aussi sur l'impact social, l'impact environnemental. Et pour conclure et passer la parole, ce que je peux dire moi de mon poste d'observation, c'est que j'ai vu à quel point un volontarisme politique assez fort, avec la création de la BPI, avec la participation de la French Tech, la création du label French Tech, avec des réseaux d'entrepreneurs structurés, avait été un beau succès et avait fait effectivement émerger collectivement 25, 27, 30 licornes. Et donc, en fait, ce qu'on propose, nous, collectivement ici, c'est de faire la même chose sur une verticale tech à impact social et environnemental. D'avoir le même niveau d'énergie, les mêmes niveaux de focus, la même création d'écosystème avec des dispositifs incitatifs d'innovation, de soutien à l'innovation. Donc on appelle, c'est un peu technique, mais ceux qui sont entrepreneurs ici connaissent le crédit impôt recherche, le statut de l'entreprise innovante, qui sont des dégrèvements de charges, des allègements, des temps de respiration quand on crée une boîte pour créer de l'emploi, et qui aujourd'hui sont très très fléchés sur l'innovation traditionnelle, l'innovation deep tech, machine learning, IA. Et donc moi je suis le premier à l'avoir vécu.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on veut créer un dossier pour être certifié GI ou CIR, on passe par un cabinet extérieur qui prend 10% du montant et qui va faire des tartines, mettre partout des mots-clés qui vont résonner dans la tête des instructeurs qui sont souvent formatés à l'innovation traditionnelle. Et donc on aimerait que ces dispositifs-là soient ouverts à l'innovation d'usage, l'innovation sociale, environnementale, l'innovation simple, et qu'on n'ait plus à se travestir, qu'on n'ait plus à faire rentrer un carré dans un rond pour aller chercher des montants et des aides qui aujourd'hui sont fléchés vers des gens qui font purement du métaverse, de la deep tech, du machine learning. Voilà. Il faut qu'on arrive à sortir de ces mots-clés et à ouvrir un nouveau champ d'innovation douce. Et donc c'est ce qu'on va faire. Et si on arrive à faire tout ça, si on arrive à avoir des dispositifs incitatifs, si on arrive à avoir une filière structurée, si on arrive à continuer à gagner la bataille des talents, je pense qu'il n'y a aucune raison pour qu'on ne crée pas, nous aussi, des champions à impact. Donc on va y arriver, je suis très, très optimiste. C'est le début d'une vague, elle met du temps à partir, mais elle prend de l'élan et après elle sera inarrêtable. Alors, Laurence, je voulais rebondir avec toi parce que tu as vu aussi le secteur de la finance à impact se développer et maintenant apparemment tout le monde fait de la finance à impact. Et donc, est-ce que tu aurais cette vision que ça se diffuse largement et que maintenant de nouvelles manières de voir les entreprises, de nouveaux engagements leur sont demandés par tout le monde, tout le temps? Ou peut-être que ça reste réservé à une poche spécifique, celle de l'impact. Caroline, bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Non, vas-y. Bonsoir à tous. Oui, en fait, je trouve que la discussion, c'est intéressant comment Jean-Noël Barrot l'a lancé au départ. En fait, c'est vrai que clairement, la France a fait de gros efforts pour soutenir un écosystème tech et faire émerger une économie de la tech, je dirais, ces 10 dernières années. Et ça a été certainement très efficace du point de vue de la création d'emplois, de la place de la France dans l'économie mondiale. Enfin, il y a eu beaucoup d'avantages. Maintenant, en fait, on voit que ces indices, enfin les French Tech, l'indice Next 40, etc., sont totalement agnostiques à la contribution de l'entreprise aux enjeux socio-environnementaux. Et les exemples qui ont été cités étaient intéressants et bons. Mais néanmoins, c'est parce que l'économie évolue et qu'il y a progressivement quelques entreprises à impact qui rentrent dans ce classement que les choses, on va dire que les choses évoluent progressivement, mais il n'y a pas d'incentive de l'État pour ça. Et je trouve que la question, enfin, et Jean-Noël Barrot l'a posé à la fin, hein, il y a un débat quasi civilisationnel aujourd'hui sur ce que doit être l'économie et la finalité de l'entreprise. Et est-ce que l'entreprise est là pour maximiser sa valeur financière et se développer le plus rapidement possible, ou est-ce que elle a une finalité, c'est-à-dire qu'elle est là aussi pour contribuer aux enjeux, à résoudre des besoins. Et bon, moi j'ai une conviction, et c'est ce qui m'a motivé à créer Citizen Capital il y a une quinzaine d'années, que l'économie pourra plus être évaluée à l'aune, enfin, uniquement d'un critère. Et d'ailleurs, la notion d'impact investing, puisque donc j'ai lancé un fonds d'impact il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Citizen Capital, et l'acte même d'investissement impact, c'est d'avoir un double objectif. Ce qui est en fait très intéressant et qui est très nouveau, si on regarde les 50 dernières années, c'est de ne plus avoir uniquement un seul objectif, mais au moins deux. Et il peut y en avoir plusieurs. Et donc, tout investisseur qui investit aujourd'hui dans un fonds à impact reconnaît qu'il n'a pas uniquement un objectif de maximisation de sa valeur financière. Et en fait, ces dernières années, il y a eu énormément d'argent fléché vers l'écosystème de la tech, et c'est en partie une bonne chose, et notamment, je pense à l'initiative Tibi, que je pense que vous connaissez, qui a pour objectif de flécher 6 milliards d'euros vers l'économie de la tech. Ça, c'est non seulement il n'y a pas d'incentive, mais c'est même discriminant aujourd'hui pour une partie du marché, qui est ce que j'appelle un marché émergent, qui est le marché de l'impact, et des entreprises qui
qui placent au cœur de leur modèle un objectif de transition écologique ou d'amélioration du bien-être des êtres humains. Et ça pose question sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire que on a vécu 10 années incroyables où la rentabilité a reposé sur la digitalisation de l'économie et sur les modèles SaaS, les logiciels. La révolution, on peut se poser la question, est-ce que la révolution n'a pas été faite, y compris en termes d'impact. Enfin, certaines de ces entreprises ont eu beaucoup d'impact. Et nous-mêmes, on a 2 ou 3 entreprises dans le classement Next 120, mais qui n'ont pas du tout été valorisées dans ce classement pour leur impact, puisque je vous rappelle que les critères du classement reposent sur la valorisation financière et sur la capacité à lever des fonds. Dans les 10 prochaines années, de quoi on va avoir besoin ? Est-ce que c'est la transition digitale qui va être le gros de l'innovation demain, dans les prochaines années ? Je pense que demain, on va avoir besoin de solutions techniques. Bon, je propose qu'on y revienne, mais je serais intéressée de parler des prochaines années. Alors Bastien, c'était une transition toute trouvée pour toi, parce que Innovafeed n'est pas une plateforme SaaS et fait partie du Next 40. Vous êtes une entreprise qui s'est fondée sur, on peut dire impact native, vraiment sur un enjeu d'impact environnemental fort. Comment aujourd'hui ces enjeux de changement d'échelle rapide et de recherche d'impact cheminent chez vous ? Est-ce que c'est compatible ? Comment vous arrivez à faire grandir votre impact en faisant grandir votre entreprise ? Bonsoir à tous et je remercie de l'invitation pour pouvoir témoigner ce soir. Donc nous, Innovafeed, effectivement, on est une boîte un peu particulière, parce qu'on fait de l'impact et ça a été le fondamental fort de la création d'Innovafeed. Mais on est aussi deep tech. Et on est aussi une boîte industrielle. Donc on est sur un chemin de crête qui est pas évident, qui a beaucoup évolué. Il y a 7 ans quand on s'est lancé, les boîtes à impact, les boîtes industrielles n'existaient quasiment pas. Maintenant, on voit que ça existe dans le Next 40 et dans le FT 120. Il y a X boîtes qui font de l'indus et qui font de l'impact. Donc c'est pas quelque chose qui est marginal. Et à l'origine d'Innovafeed, nous, on a un background, on est tous ingénieurs de formation, mais on a un background très business, je dirais, avant de lancer Innovafeed. Et on a voulu pas opposer la performance environnementale et la performance économique, mais au contraire, faire jouer l'un avec l'autre. Voire même, pour nous, la performance économique, c'est la condition sine qua non de notre performance environnementale. L'impact, tel qu'on le définit, c'est 2 choses. C'est dans quelle direction est-ce qu'on va. Alors nous, on fait des insectes pour l'alimentation qui permettent de réduire l'impact carbone, l'impact sur la biodiversité et créer des emplois dans les territoires. Donc ça, c'est la direction dans laquelle on va. Donc chaque fois qu'on produit 1 tonne de protéines, c'est 1 tonne de carbone économisé, c'est 1 tonne de poissons qu'on a préservé dans nos océans et c'est 700, 800 euros de valeur créée sous forme d'emplois dans les territoires. Mais pour qu'on ait un véritable impact, c'est pas uniquement le fait de produire 1 tonne, c'est de produire des dizaines, des centaines, des milliers de tonnes, des centaines de milliers de tonnes. C'est ça notre ambition. Et pour ce faire, on se doit d'être performant. Sans performance, on n'arrivera jamais à lever des fonds, à aller chercher des acteurs bancaires, à aller chercher des clients, à aller chercher des fournisseurs pour leur proposer un modèle économique qui soit viable et vertueux. Et donc, depuis le début, on s'est évertué d'aller chercher la performance économique dans cette performance environnementale et vraiment dans ce sens-là. Ce qu'on voulait faire avant toute chose, c'était créer une boîte à impact et on s'est rendu compte très rapidement que si on voulait avoir un véritable impact, il fallait qu'on soit performant sur un certain nombre de choses. Et il y a 2 caveats à ce discours. Le premier élément, c'est pas de tout repos de faire ça. Ça peut exister dans certains contextes, mais pas dans tous les contextes. Et nous, on l'a vu, on fait à la fois du deep tech, on fait à la fois de l'indus, on fait à la fois de l'impact. Et la conjonction de ces 3 facteurs font en sorte que le chemin est très compliqué. Et c'est pour ça que dans cet écosystème de la French Tech, il n'y a que quelques boîtes
qui peuvent arriver à faire ça, parce qu'il y a que quelques boîtes qui ont réussi à, je dirais, passer tous les obstacles liés au levée de fonds, liés au recrutement, liés au développement de ce modèle-là. Donc ce premier caveat, c'est possible de s'appuyer sur la performance économique pour pouvoir œuvrer vers une performance environnementale, mais c'est pas une martingale, c'est pas évident de le faire. Et le deuxième élément, le deuxième caveat, c'est que ça a pu marcher pour Innovafeed, parce qu'il se trouve qu'on n'était pas très loin de construire un modèle économique qui soit viable. Ça marche pas dans tous les écosystèmes. Il y a certains écosystèmes où le modèle économique est beaucoup plus loin à aller chercher, parce qu'il n'y a pas de rentabilité à aller avoir sur certains éléments, que ce soit de la formation, de l'inclusion, de la capture de carbone. Et donc, pour ces éléments-là, effectivement, un modèle comme celui d'Innovafeed ne peut pas marcher, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur une performance économique, parce que manifestement, il n'y en a pas, et il n'y en a pas avant quelques années ou quelques dizaines d'années. Et donc, il faut avoir une métrique ou un écosystème qui soit un peu différent pour pouvoir arriver à faire émerger ce type d'initiative et ce type d'écosystème. Nous, on a eu la chance de pouvoir, je dirais, émerger, alors par nous-mêmes, c'est un grand mot, on a été extrêmement soutenus par l'écosystème, mais en tout cas, sans bénéficier de la valorisation de nos externalités positives. Mais c'est une exception, je dirais. Innovafeed, il y a quelques boîtes qui l'ont fait, mais ça reste quand même une exception. Et probablement la majeure partie des boîtes n'ont pas réussi à émerger parce que le modèle économique et le chemin de crête étaient trop étroits pour pouvoir arriver à développer leurs projets et développer leurs innovations. Et est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des renoncements que vous devez faire sur l'un ou l'autre l'une ou l'autre des jambes, je veux dire, l'enjeu économique ou l'enjeu d'impact, ou est-ce que c'est évident de cheminer ensemble, ou est-ce que vous devez vous poser la question de certains renoncements à certains moments clés? Non, complètement. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la valeur cardinale chez Innovafeed, c'est l'impact, et un peu par autoconstruction, toutes les personnes qui ont rejoint Innovafeed sont des personnes qui ont cette valeur chevillée au corps. Donc pour nous, c'est une question du quotidien, de comment est-ce qu'on peut, parfois il y a des questions d'arbitrage entre quel niveau d'impact et quel niveau de performance est-ce qu'on peut arriver à aller chercher. C'est pas au quotidien qu'on a je dirais, ces questions fondamentales. Il y a que probablement sur quelques éléments qu'on a pu être confronté à un véritable dilemme entre performance économique et performance environnementale, qui sont des vrais choix stratégiques d'entreprise et qu'on doit prendre avec l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble de nos acteurs, de nos investisseurs, des acteurs de nos écosystèmes, mais qui sont globalement très supportifs de notre démarche. Alors, Maud, toi, tu as monté une plateforme particulière, Label Emmaüs, qui a permis en fait de digitaliser ce que propose Emmaüs dans toute la France. Et donc, sur ces enjeux, effectivement, de soutien dans les startups innovantes, voilà, vous êtes de l'innovation écologique, sociale et digitale, finalement. Est-ce que vous êtes senti soutenu comme un acteur possible de la French Tech, ou est-ce que vous vous êtes senti toujours peut-être à côté et pas avoir une place évidente dans cet écosystème? Alors, j'ai envie de répondre par un petit calcul. Je vous propose un petit calcul que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai regardé le chiffre d'affaires consolidé des 120, des fameux 120. Alors, moi, j'ai vu 11 milliards, c'est ça ? Ok. Donc, du coup, je me suis amusée à diviser 11 milliards par 50 000 emplois. J'ai tout pris, y compris hors de la France. Et on trouve un rapport de 220 000. Un emploi pour 220 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai fait un petit comparatif avec nous. Donc nous, on est tout petit, hein. On risque pas d'être dans les 120. On fait 2 millions de chiffre d'affaires pour l'instant. Et on a 60 salariés. Et du coup, ce rapport donne 33 000. Un emploi pour 33 000 euros de chiffre d'affaires.
Déjà, ça, je trouve que c'est important de le souligner. Quand on parle de création d'emplois en valeur absolue, c'est bien, hein, mais de le rapporter quand même à ce qu'on pourrait faire au maximum par rapport à la création économique, ça me semble un critère important. Et puis j'ajoute à ça que nous, par exemple, on a 55% de femmes. On se redonne les chiffres, hein, c'est 17% dans la tech en France et on n'a pas de quoi être fier parce qu'on est au niveau tout juste de l'Union européenne, même un peu à la ramasse, quoi. Dans notre effectif, on a une personne sur 3 qui est en parcours d'insertion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont bénéficiaires du RSA, ils sont peu qualifiés académiquement, ils sont orientés par les services sociaux. Une personne sur 3 a ce profil-là. Je connais pas les chiffres dans la tech. Je crois pas que ça existe beaucoup, les agréments d'insertion par l'activité économique dans nos fameux 120 et puis dans la tech en général. On a 100% de nos bénéfices qui sont réinvestis dans l'outil de travail. Et on a un écart de salaire de 1 à 3. Et donc, avec tout ça, on pourrait se dire quand même, en termes d'impact social, en tout cas, on n'a pas besoin de prouver beaucoup de choses. Et pour autant, par exemple, la BPI, à qui on a demandé une subvention de 40 000 €, ça a été refusé. Alors pourquoi ça a été refusé? Est-ce que c'est parce qu'on est pas assez innovant socialement? On prend des gens qui n'ont pas le bac, ils font 6 mois de formation. Au bout des 6 mois de formation, ils sont 86% à décrocher un diplôme d'équivalence bac plus 3. Un diplôme du numérique, hein. Voilà, donc je pense que quand même, c'est assez innovant quand même socialement. Les personnes qui sont en insertion chez nous, ils sont 85% à trouver un emploi à la sortie. 85%, hein, l'État demande 60% aux entreprises d'insertion. Donc si on est innovant socialement, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? On est une coopérative. C'est un sacré problème, on réinvestit tout dans l'outil de travail, on partage toute la valeur et la richesse. Le souci, c'est que c'est compliqué quand on est une coopérative de trouver des investisseurs, parce qu'on est une société de personnes, on n'est pas une société de capitaux, on n'a pas d'actions à proposer, d'accord? Et ça, il n'y a toujours pas de solution en fait. Il n'y a toujours pas de solution. Mais là où il y a un hiatus énorme, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs les plus engagés socialement, bon, je vais parler de ce que je connais, d'accord, du social. Bon, je pense que écologiquement, c'est pareil. Ils sont où? Ils sont quand même encore dans l'économie sociale et solidaire. C'est quoi les statuts les plus présents dans l'ESS? C'est l'associatif et le coopératif. Ces statuts sont exclus de tout financement aujourd'hui. Mais là où il y a un vrai souci, ces acteurs-là aujourd'hui, ils forment peu au numérique. Ils forment peu au métier de la tech. C'est vrai, c'est encore beaucoup des métiers traditionnels, du BTP, du service à la personne, etc. Et dans le même temps, les acteurs de la tech, eux, ne prennent pas ces profils. Il y a un hiatus énorme en fait. Il va avoir une casse sociale sans précédent, on le sait bien, elle est en cours. La transition écologique, elle va pas se faire comme ça, sans casse sociale. Et donc là, on est dans une... Mais il y a une opportunité incroyable de création d'emplois. On en est la preuve à notre toute petite échelle. Des réparateurs, etc., des reconditionneurs, il en faudra. Mais du coup, qui va le faire? Parce que ceux qui ont l'argent, ils n'ont pas d'agrément d'insertion, ils s'occupent pas de ces profils-là, c'est vrai tout de même en majorité, et ceux qui s'en occupent, ils n'ont pas l'argent. Donc voilà, je pose ça là, et je demande à ce qu'on réfléchisse à une French Coop, par exemple, pour les coopératives, comme il y a une French Tech. C'est possible, des acteurs comme Label Emmaüs, il y en a d'autres, nous on est tout petits, il y en a qui sont beaucoup plus gros que nous. Donc c'est bien que les licornes deviennent à impact, et qu'on leur mette des critères un petit peu plus ambitieux que ce qu'on leur met jusqu'à présent. Mais ça serait bien aussi que les structures à impact, qui de fait, c'est leur quotidien, deviennent aussi des licornes. Et c'est possible. Merci beaucoup. Alors du coup, Paul Midi, je me permets de me retourner vers vous pour vous proposer de nous dire, dans le cadre de votre consultation, là il y a une opportunité de se dire dans quelle finalement start-up, dans quelle PME innovante on a envie d'investir aujourd'hui, comment il peut y avoir du soutien public pour développer ces entreprises. Est-ce que par rapport à ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, est-ce que vous voyez la possibilité qu'il puisse y avoir un nouvel âge finalement du soutien aux entreprises et que par la French Tech aussi, par les acteurs innovants, on réinvente un peu comment on soutient les entreprises de demain? Alors oui, c'est la réponse. Déjà, merci de m'avoir invité
et bonjour à tous. Je repars de ta question et de la discussion, parce qu'il y a plein de sujets. Moi, j'aurais envie de réagir sur toutes les interventions qui étaient hyper intéressantes, mais je repars du tout début sur Next 40 et le French Tech 120. C'est effectivement hyper réducteur. On est sur des critères qui ont ils sont très simples, ils sont très transparents, c'est assez robuste. Pourquoi on met ces critères-là ? Parce qu'en fait, on essaye de mesurer la capacité de jeunes entreprises à avoir beaucoup d'impact rapidement. Et donc, pour avoir beaucoup d'impact, est-ce qu'ils font de la croissance et est-ce qu'ils ont la capacité d'attirer des fonds qui vont leur permettre de faire la croissance demain, et donc d'avoir beaucoup d'impact. Mais c'est extrêmement réducteur parce qu'on parle que de critères financiers et en fait, ce ne sont que des critères de moyens. Moi, et je pense personne dans cette assemblée, se lève le matin en se disant « Ah, je vais lever 10 millions d'euros », ou on peut en rêver pour certains parce que vous en avez besoin, mais on ne se lève pas pour ça. Moi, je me lève pas pour même si c'est l'objectif qu'a fixé le président de la République, 100 licornes à 2030 en France, c'est un objectif de moyens. Au fond, ce pourquoi moi je me lève, et je suis sûr qu'on partage ça tous ensemble, c'est pour faire la transition écologique. Et donc, par exemple, pour un objectif final important, enfin qui n'est pas totalement final, mais qui est faire le zéro carbone à 2050, c'est pour éradiquer le chômage, donc faire le plein emploi à 2027. C'est pour faire en sorte que les Françaises et Français puissent choisir leur vie et s'émanciper. Et donc ça passe notamment par éradiquer le chômage, mais ça passe par l'égalité des droits, la lutte contre les discriminations, etc., etc. Donc c'est ça qu'on cherche à faire au final. Donc évidemment, c'est très réducteur, les critères du Next 40 et French Tech 120. Ils ont l'intérêt d'être simples, robustes, partageables, et en fait, ils conviennent à tous les secteurs. Donc c'est une forme de mesure, mais il ne faut pas se tromper de ce sur quoi, qu'est-ce qu'on mesure ? C'est la capacité, c'est le mot start-up, à très vite faire de la croissance et aller chercher l'impact. Mais l'impact, pourquoi ? Et donc, évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est la transition écologique, c'est le plein emploi, c'est la lutte contre les discriminations. Et là, on ne peut pas le faire sans la French Tech. Mais une French Tech qui n'est pas la French Tech qu'on connaît uniquement de ces 10 dernières années, très digitale, très B2C, c'est super, il faut que ça continue, mais on va la réorienter. Les priorités qu'a fixées le président de la République là, hier soir en annonçant justement le classement Next 40 et French Tech 120, enfin l'officialisant, puisqu'il avait déjà été annoncé quelques heures avant, c'est d'aller beaucoup plus sur l'industrie, parce qu'on veut réindustrialiser, pareil, parce qu'on veut tuer le chômage, mais on veut de l'emploi industriel, et on veut de l'emploi industriel dans nos territoires, et donc ça c'est l'objectif des 100 usines à 2025. On veut faire la transition écologique, et donc il faut pousser les acteurs de la green tech, et on ne fera pas la transition écologique sans nos entreprises innovantes en termes de transition éco. C'est le GIEC qui le dit, il nous manque 50% des technos pour faire le zéro carbone à 2050. Il y en a 50% de ces technos qui ne sont pas encore inventés ou développés. Donc on ne fera pas sans les acteurs qui innovent. Et puis on veut développer, donc j'ai dit, deep tech, la transition éco, la réindustrialisation, et d'une façon générale, on veut aller au plein emploi. Et je vous le donne en mille, la meilleure façon, et c'était très intéressant là, les calculs que vous avez faits, la meilleure façon, je complète ça, parce que la meilleure façon de créer de l'emploi, c'est d'investir des moyens humains, financiers, dans les jeunes entreprises innovantes. Pourquoi ? Il faut avoir deux faits en tête, parce qu'on ne le fait pas pour le plaisir de vous faire plaisir ou de se faire des start-up qui fait... Ici, c'est très bien, moi j'adore, mais c'est pas pour ça qu'on met des milliards et des milliards et des milliards d'euros. On le fait parce que c'est la meilleure façon de créer de l'emploi. Je vous donne deux éléments. En France, quasiment 100% de la création nette d'emplois se fait dans les jeunes entreprises. Alors pas que les start-up. Ça peut être des jeunes entreprises de moins de 2-3 ans. Toutes les autres entreprises, en moyenne, elles maintiennent ou elles détruisent de l'emploi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider à pas en détruire trop, mais il faut aider les jeunes entreprises. Ça, c'est pour l'emploi direct. Et pour ce qui est de l'emploi indirect, les secteurs des nouvelles technologies génèrent 2 à 3 fois plus d'emplois indirects que tous les autres secteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a généralement un effet de plateforme. Vous prenez Facebook, Amazon, mais vous prenez Miracle, Conto. Il y a un effet de plateforme qui emmène les PME, les ETI et même les grands groupes, et ça génère beaucoup plus d'emplois. Donc la façon d'aller au plein emploi, c'est de mettre des moyens dans les jeunes entreprises innovantes
qui sont capables de faire de l'hypercroissance parce que ça crée beaucoup d'emplois très vite. Mais comme effectivement, pour reboucler un peu aussi à ce que vous disiez, c'est très réducteur le Next 40 et le French Tech 120, moi je trouve que ça serait bien de faire des classements par la liste de ceux qui ont créé le plus d'emplois, la liste de ceux qui ont évité la génération de carbone le plus importante, la liste de ceux qui ont sorti le plus de personnes du chômage vers l'emploi, parce qu'on peut créer de l'emploi, mais on peut aussi faire la transition de personnes qui étaient éloignées de l'emploi et les rapprocher de l'emploi. Et donc qu'on fasse ces classements pour mettre beaucoup plus en lumière. Mais ce qui est sûr, c'est que la façon dont on pousse l'argent avec tous les programmes, c'est vers ces objectifs-là. Et du coup, le soutien public aux entreprises, est-ce qu'il pourrait intégrer ces objectifs-là plus directement pour pouvoir être des tu fais bien de me reposer ta question parce que j'y ai pas répondu. Mais j'y viens parce qu'effectivement, tu as mentionné que la Première ministre m'a confié une mission que je fais auprès du gouvernement sur le soutien à l'investissement dans les startups, les PME innovantes et les PME en croissance. Parce qu'il y a aussi des PME qui ne sont pas en croissance ou en hypercroissance aujourd'hui qu'on peut embarquer dans l'hypercroissance. Bon, mais dans cette mission, on doit trouver des moyens pour aller trouver 1 milliard d'euros supplémentaires par an pour l'investissement, ce qui fait sur 4-5 ans 100 000 emplois supplémentaires. C'est quasiment 10% de notre objectif de plein emploi. Et pour ça, on va regarder des dispositifs fiscaux. Pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être en Angleterre le SEIS-EIS, qui est un dispositif, quand vous investissez de l'argent dans les startups, vous avez de la défiscalisation sur votre impôt sur le revenu. Donc c'est pour orienter les flux d'épargne des Français qui sont tous sur le livret A, l'assurance vie, que des trucs qui sont pas risqués et qui génèrent pas beaucoup d'emplois, vers comment on les oriente vers les secteurs qui créent le plus d'emplois. Et notamment, par exemple, ce dispositif qu'on essaie de reproduire du dispositif anglais qui a bien marché, SEIS, comment on peut le focaliser sur nos jeunes entreprises innovantes, de la deep tech et de la green tech, ou des boîtes à impact en général. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de réfléchir. Et donc, si vous participez à la consultation, merci d'en avoir parlé. Participez et dites vers où il faudrait orienter, d'après vous, le plus les flux. Parce qu'on a vu avec l'exemple de Maud sur la BPI, et on en parle régulièrement, la capacité aujourd'hui à investir dans les entreprises start-up, tech for good, parfois même rentables, à impact, elle est pas obligatoirement très importante, et elle suppose de la part des entreprises qui demandent de montrer patte blanche, comme le disait Jean presque plusieurs fois, et par ailleurs que toutes les entreprises dans lesquelles on investit, les engagements en termes d'impact pour aller au zéro carbone, pour aller au plein emploi de qualité, sont pas obligatoirement des critères de conditions de base qui sont posées. Donc c'est aussi ça, je crois, que vous réfléchissez pour pouvoir inverser peut-être cette tendance sur l'investissement public. Oui, parce que tu as, quand on investit ou quand on met des moyens publics, qu'est-ce que regarde la BPI ou qu'est-ce qu'on va regarder nous? C'est deux choses. Un, est-ce qu'on a une équipe ou une organisation ou une entreprise, si c'est déjà développé, qui a la capacité d'aller chercher de l'impact? Et donc de l'impact à niveau très élevé, en hypercroissance, d'aller très vite. C'est ça qui est regardé en tout premier lieu. Et deuxième chose qu'il faut beaucoup plus regarder, et je suis d'accord qu'on l'a pas suffisamment fait du tout, mais maintenant que l'écosystème est plus mature, qu'on sait un peu mieux, qu'il y a des montants d'argent plus élevés, c'est le bon moment pour le faire. Ça aurait été mieux de le faire avant, je suis d'accord, mais c'est le bon moment pour le faire. C'est d'orienter cet argent vers nos politiques publiques les plus importantes. Et j'en ai cité quelques-unes, mais c'est faire la transition éco. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que dans le Next 40, il y en a 10 sur 40 qui font de la green tech et 7 qui sont nouvelles. Donc là-dessus, on n'est pas trop mauvais. Sur la création d'emplois, je suis quand même d'accord qu'on ne regarde pas assez suffisamment. On sait que ça donne des bons résultats, mais on ne regarde pas assez. Et il y a certaines de nos licornes qui sont des très belles licornes, mais qui ne créent pas beaucoup d'emplois. On aimerait bien qu'elles en créent un petit peu plus. On est d'accord, on a tous des exemples en tête. Et sur l'agritech, la deep tech, la réindustrialisation. Il faut qu'on arrive à mettre beaucoup plus sur ces secteurs, on est d'accord.
Alors pour aller plus loin, on a parlé de la valorisation financière et une question qui est posée régulièrement par les acteurs de la Tech for Good, c'est comment on pourrait mieux valoriser la réussite des entreprises aussi qui apportent à l'intérêt général et donc valoriser l'apport à l'intérêt général au-delà de la valorisation uniquement financière, ce qu'elles apportent à l'intérêt général finalement autant qu'aux intérêts particuliers. Et donc on a travaillé à la possibilité de monétiser les coûts évités que les entreprises qui ont un impact positif ont pour la société. Évidemment, les coûts environnementaux, les coûts sociaux, ça a un coût global pour la société. Et aujourd'hui, on a du mal à les valoriser. Et à minima, c'est pas ce qu'on demande aux entreprises de pouvoir prouver au quotidien, ni de la part des investisseurs réellement, ni de la part des pouvoirs publics. Et donc la question c'est comment on pourrait encourager la prise en compte de cette valorisation-là vis-à-vis de toutes les parties prenantes et puis pour que ça puisse devenir une boussole pour les entreprises à impact, une boussole peut-être aussi pour toutes les entreprises. Du coup, je me tourne d'abord vers vous, Bastien, parce que je crois que vous, c'est une boussole, mais aujourd'hui une boussole plus interne que vous développez au quotidien. Alors oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose il y a dans notre secteur, en tout cas, il n'y a pas de loi ou en tout cas il n'y a pas d'élément qui permet de valoriser l'impact positif qu'on peut avoir, que ce soit en termes de carbone, en termes de biodiversité, en termes de création d'emplois. Il n'y a pas de facteur qui nous permet de dire vous avez fait X tonnes évitées, ça va vous rapporter X euros de chiffre d'affaires. Cependant, on a réussi à valoriser ces différents éléments d'une manière non pas purement financière, mais d'une manière un peu intangible avec les différents acteurs. Et j'ai deux grands exemples. Le premier, c'est notre chaîne de valeur. On a beaucoup travaillé sur faire des analyses de cycle de vie, faire des bilans carbone pour comprendre quel est notre impact, notamment au carbone et sur la biodiversité, pour pouvoir arriver à expliquer l'impact qu'on peut avoir à nos clients, aux clients de nos clients, aux clients des clients de nos clients qui sont les consommateurs finaux, pour arriver à convaincre nos clients de pouvoir arriver à accepter un premium vert, comme on l'appelle généralement, qui nous permet de vendre un tout petit peu plus cher que ce qu'on pourrait arriver à vendre à produit équivalent. Donc on a créé un peu nous-mêmes avec notre communication, avec la création d'une chaîne de valeur et la mobilisation des différents écosystèmes à valoriser un peu d'une manière détournée cet impact. La deuxième manière de le valoriser, et Jean le mentionnait tout à l'heure, c'était sur les recrutements et sur la capacité à attirer des talents. Aujourd'hui, on a une capacité, et c'est peut-être un peu atypique aussi chez nous, parce que nous, on fait et de l'industrie et de l'impact, et il n'y a pas énormément d'industries qui font de l'impact. Ça nous permet d'attirer d'aller puiser dans un vivier de talent qui est juste exceptionnel parce que on va chercher tous les acteurs industriels, Veolia, Suez, Total, etc., qui ont parmi eux plein de gens qui, après 2, 3, 5, 10 ans d'expérience, veulent faire des choses un peu différentes, se tourner vers des choses qui ont un peu plus d'impact pour elles et un peu plus en accord avec leurs convictions. Et donc, ça nous permet d'aller recruter ces différentes personnes. Potentiellement, on n'aurait jamais pu le faire si on n'avait pas cet impact-là. Donc, on a réussi à le créer, mais ça n'est pas évident. Et je pense qu'un des éléments clés pour pouvoir arriver à davantage valoriser ces externalités positives, c'est de donner de la transparence, de donner une métrique commune à différents secteurs, que ce soit, on l'a fait sur l'indice de parité, mais que ce soit sur les différents éléments de biodiversité, de création d'emplois, sur différentes typologies de personnes. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un peu cette transparence-là, et donc tout le monde se défend ou en tout cas market un certain nombre d'éléments. Et pour le coup, tout n'est pas équivalent entre les différentes boîtes et les différents écosystèmes. Donc je pense que ce qui nous permettrait de valoriser beaucoup mieux ces externalités positives, c'est d'avoir un cadre commun
aux différents acteurs, à la puissance publique, mais aussi aux différents acteurs économiques pour pouvoir arriver à effectivement valoriser ces différentes externalités positives. Merci beaucoup. Alors, Maud, je te repose cette même question parce que aujourd'hui, effectivement, valoriser les coûts évités pour la société, t'en parlais un peu dans ta première intervention, comment vous pouvez arriver à le faire aussi pour que ça puisse être quelque part pris en compte par la puissance publique et par les investisseurs potentiels qui vous rejoignent, et puis pour valoriser aussi de manière presque intangible ce que vous apportez à la société. Alors, calculer les coûts évités, pour nous, ce sera pas très compliqué, je pense. Chaque année, on fait une évaluation d'impact social. Depuis notre création, il y a 50 indicateurs. On a créé ça avec un cabinet de conseil spécialisé là-dedans qui s'appelle Kimso. On fait un bilan carbone depuis notre création, alors que c'est obligatoire que pour 500 salariés. Donc nous, à 60 salariés, et même quand on était 10, on le faisait déjà. Donc je pense que ça, c'est pas un souci. Après, c'est très bien, hein. Moi, je trouve ça super qu'on aille vers ce type de valorisation d'indicateurs. Après, je pense que ça fera pas tout, parce que je reviens à mon petit calcul de tout à l'heure. 50 000 emplois, c'est génial, mais si on pouvait faire 10 fois plus avec l'argent public, pour moi, c'est de l'argent public qu'on n'a pas assez bien utilisé, en fait. Et voilà. Et donc, on sait que l'argent public, ça pousse pas comme ça sur les arbres, qu'il y en a de moins en moins, et que les défis écologiques et sociaux, ils sont colossaux, en fait, devant nous. Donc, il va falloir qu'on optimise absolument l'argent public. Donc, moi, ce que je demande, c'est qu'à côté du coût évité ou du nombre d'emplois, on ait un référentiel, en fait. Par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à la levée de fonds, par rapport, un autre petit calcul que je me suis amusée à faire il y a quelque temps. Moi, je trouve que Back Market, c'est formidable et on peut être fier en France d'avoir un Back Market. Ils ont levé 450 millions d'euros. À l'époque, ils avaient 700 salariés, je crois, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai fait un petit rapport avec notre marketplace, parce qu'on est une marketplace, nous aussi, hein, finalement, on vend du reconditionné. Donc, nous, on avait levé 150 000 euros, en fait, pour 60 salariés. Donc c'est un rapport en fait de 3500 fois. Donc c'est encore pire que tout à l'heure mon rapport en fait de 10 fois. C'est-à-dire qu'avec 3500 fois plus de fonds, ils avaient créé ça de moins en emploi par rapport à nous. Donc je sais pas, moi je trouve que c'est incohérent, il faut absolument qu'on ait des référentiels, et ça peut-être aussi mettre une prime entre guillemets à la vertu sociale et écologique. Quand on réinvestit 100% des bénéfices dans l'outil de travail, quand on a plus de 50% de femmes dans son effectif, en fait, on devrait avoir une prime à ça, en fait, par rapport aux autres. Quelque part, vous parliez tout à l'heure de la liste, et puis presque de classer les gens sur ceux qui feraient le plus d'emplois, c'est un peu cette logique. Donc, voilà, j'associerais une prime à la vertu, et je rajoute une petite chose, vous disiez, on réfléchit à proposer de la déduction fiscale aux Français qui investiraient dans les startups. C'est super. Donc ça veut dire que potentiellement, on pourrait faire plus d'efforts de déduction fiscale aussi sur les Français qui investiront au capital des coopératives. Aujourd'hui, c'est 25%, et chaque année, on doit se battre pour maintenir ce taux de 25% et qu'il soit pas retombé à 18%. Moi, je fais un appel, hein. J'espère que ça tiendra, les 25, mais moi j'espère qu'on ira à 30, à 40, à 50%. Ça serait super. Merci beaucoup. Alors, du coup, une question, c'est aujourd'hui, avec les règles de compétitivité qui existent, est-ce que clairement on peut se dire qu'on peut aller vers une performance globale, c'est-à-dire économique, écologique, sociale, à égalité? Est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire, ou est-ce qu'il y a des choses autant pour les investisseurs que pour les pouvoirs publics qu'il faudrait arriver à changer pour pouvoir réellement, frontalement aller vers une performance globale, ou est-ce qu'on est encore un petit peu loin et on peut encore peut-être parfois dans le discours? Pour aller dans le sens de ce qu'a dit Maud, moi, un retour d'expérience très clair sur Phoenix, et je pense que c'est assez partagé par l'écosystème, c'est que quand on essaie de faire les choses bien, sans porter de jugement de valeur, même si c'en est un, mais
En tout cas, quand on essaie d'être exemplaire, vertueux sur le partage de la valeur, sur l'impact social de la boîte, sur la diversité des profils, l'inclusion, etc., on n'a pas de contrepartie, quoi. On n'a rien à y gagner. Aujourd'hui, on n'a pas de coup de pouce fiscal, on n'a pas de coup de pouce commercial, c'est-à-dire que, voire pire, parfois on est utilisé dans des appels d'offres, le petit logo Phoenix pour faire joli dans la notation RSE, développement durable, qui compte 10% de la pondération de la note finale. Donc parfois, il y a beaucoup de contraintes, on se rajoute des choses, on se traîne des choses que d'autres n'ont pas, et on n'a pas de contrepartie, ni business, quoi, ni en revenus, ni en coup de pouce au démarrage. Donc ça, et même sur la levée de fonds, je serais ravi d'avoir le retour de Laurence derrière, mais je trouve que tout le monde nous dit ouais, mais Phoenix, vous devez lever les doigts dans le nez, ça doit être hyper facile, vous êtes au croisement de plein de trucs et tout. En réalité, quand on lève des fonds dans l'impact, j'ai l'impression que c'est presque 2 fois plus dur, parce qu'on a la chance d'avoir 2 comités. On a un comité d'impact où il faut prouver qu'on a de l'impact, et s'il est éliminatoire, si on n'en a pas. Et puis d'ailleurs, on a un comité classique d'investissement où s'il n'y a pas une perspective de retour sur investissement, ce qui est normal, il n'y a pas d'investissement. Ouais. Donc en fait, c'est presque la double peine, c'est presque 2 fois plus dur de lever dans l'impact, même si on a le sentiment, comme ça, quand on lit les échos, qu'il y a un fonds d'impact qui se crée par semaine et qui a qu'à se baisser pour ramasser 20 millions d'euros. Je peux vous dire que pour l'avoir vécu, c'est pas le cas, c'est compliqué. Donc le message, c'est celui-là, on essaie de faire les choses bien, d'être un peu en locomotive d'un écosystème et d'être un peu en pionnier. Et on manque de contrepartie, qu'elle soit de la commande publique responsable, soit des achats responsables dans les entreprises privées, qui sont pas du tout généralisés. Donc soit des coups de pouce par le haut, par le chiffre d'affaires et par les flux de business, soit par le bas sur des allègements de charges, ou des coups de pouce pour ceux qui essaient de faire les choses un peu différemment. Et ça manque. Et donc, parmi les pistes qu'on a soufflées, il y a celle que j'ai décrite tout à l'heure sur la duplication de systèmes qui ont fait leurs preuves, le statut JEI, le crédit impôt recherche et ce genre de dispositifs qui pourraient être ouverts à l'innovation douce, l'innovation non technologique, parce qu'aujourd'hui, on est un peu entre 2 chaises, à savoir qu'on n'est parfois pas assez techno, on est trop low-tech pour être éligible aux dispositifs classiques du ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Et parfois, on n'est pas tous sous statut coopératif, et donc on n'a pas non plus droit à la finance solidaire, et donc on est dans une sorte de ventre mou, de zone grise, où finalement, de façon contre-intuitive, c'est compliqué d'être à la fois digital et à impact, parce qu'on n'est ni pleinement digital, ni pleinement impact, et du coup, on est dans le désert de Gobi du financement. Donc voilà, ça bouge. Et merci à Laurence d'exister depuis 15 ans, à Inco qui nous finance, à la BPI aussi qui a des fonds impact. Mais c'est le début, quoi. C'est le début. Il ne faut pas croire que c'est facile. Et même pour les pionniers, c'est compliqué. Donc c'est un message aussi d'espoir pour ceux qui sont. On galère tous, mais on va y arriver. Et voilà, il faut qu'il y ait quelques belles success stories, quelques belles histoires. Et d'ailleurs, ça va entraîner un cercle vertueux. On s'y évertue en tout cas. Merci beaucoup. T'as trouvé un micro ? Presque. Donc Laurence, effectivement, sur l'investissement, Jean t'a bien passé la balle. Ouais. Toi, est-ce que cette performance globale, tu sens que aujourd'hui c'est quelque chose sur le milieu de la finance qui est soutenu, encouragé réellement, où on arrive peut-être aussi aux limites pour passer un cap et sortir de la marginalité ? J'ai envie de dire, en fait, ces 15 dernières années, je pense qu'on a cherché à démontrer que c'était possible de concilier performance financière et impact. Et en fait, c'est un travail de 15 ans. Il faut voir d'où on vient, puisque au départ, c'était très dur de lever des fonds pour des gens comme nous, et on reste assez petit, en fait, dans l'univers de l'investissement. Et en fait, je pense qu'on a fait cette démonstration avec notre 2e fonds. On est rentré dans des entreprises comme Open Classrooms qui étaient 30 et qui étaient 500, je crois, mes dernières nouvelles à moi. On a investi dans une société comme DeepKey qui a été valorisée très rapidement, je crois 8 fois. Et en fait, c'est très bien, on a fait cette preuve, mais j'ai 2 commentaires à faire là-dessus. Et je rebondis sur ce que tu dis. Je pense que d'une part, on a été au croisement de la tech et l'impact, et on a délibérément développé des modèles économiques qui nous permettaient de faire la preuve à des investisseurs que c'était possible. Et je pense que c'était très important de montrer que c'était possible. Ensuite, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire Citizen Capital dans les 10 ans à venir ? Est-ce qu'on a envie de lever des fonds impact de plus en plus gros et d'être le Tikeo de l'impact
Et en fait, on est devenu société à mission, on s'est re-questionné sur notre mission et on a collectivement affirmé qu'on souhaitait continuer à innover et continuer à identifier des nouvelles voies de financement pour répondre à des besoins mal couverts. Donc c'est comme ça on vient de lancer un fonds dans les contrats d'impact social qui finance des associations. Donc on s'intéresse beaucoup aux coûts évités en ce moment, enfin à la méthode des coûts évités. Et en fait, ça pose aussi la question des 10 ans à venir, c'est-à-dire que on a un peu, en fait, nous-mêmes surfé sur cette vague qui est celle de l'hypercroissance. Et la question que je me pose à l'avenir, c'est que quels sont les besoins d'innovation qu'on va avoir pour les 10 ans à venir? Et est-ce que c'est l'hypercroissance? Est-ce que c'est des entreprises qui vont générer de l'hypercroissance qui vont nous apporter cette innovation? Et nous, l'analyse qu'on a, c'est qu'on va vers un cycle où on va avoir besoin effectivement d'industrie, de solutions techniques, avec un retour peut-être des ingénieurs, enfin vraiment et d'entreprises qui ont des retours sur investissement beaucoup plus limités. Et c'est peut-être une très bonne nouvelle en fait pour nous. C'est-à-dire que le marché va lui-même faire sa correction, parce que l'État n'a pas complètement incentivé quand même ces 10 dernières années ce marché-là. Mais le marché lui-même, je pense, va montrer que les besoins qu'il va y avoir, c'est des nouveaux EHPAD. Par exemple, c'est l'EHPAD du XXIe siècle. C'est comment on répond aux aspirations des gens à vieillir à domicile et à être plus dans le prendre soin que dans le soin médical lui-même. Il y a plein de besoins qui sont en train de naître avec des modèles qui ne sont pas des modèles à 20% de TRI. Et donc, pour moi, ça pose des grosses questions, ça. On a besoin de nouveaux business models dans la santé qui inventent les modèles de prévention de demain, des nouveaux types de cabinets médicaux. On a besoin de deep tech aussi, de projets qui trouvent des solutions de robotisation pour accompagner les agriculteurs dans l'agriculture régénérative. Et en fait, quand on pense au Veolia et au Vinci d'il y a 40-50 ans, ces entreprises-là ne se sont pas développées dans l'hypercroissance. Elles se sont développées avec des croissances relativement modérées, avec des modèles économiques, avec des marges relativement limitées, et elles sont devenues des champions français, européens, mondiaux. Donc moi, je pense qu'une partie de l'économie de demain va reposer sur ces nouveaux besoins qui ne sont pas forcément des besoins technologiques, mais qui vont être des besoins qui vont révolutionner les usages. En fait, et on voit déjà poindre ce type d'entreprise. Et ces entreprises pourront devenir très importantes, mais il faut leur donner du temps. Et donc, nous, on réfléchit en tant que financiers, quels sont les modèles économiques qui nous permettent de donner du temps et de financer des modèles qui ne se reposent pas sur l'hypercroissance, qui intéressent quand même des investisseurs. Et donc, c'est passionnant. Je n'ai pas complètement la réponse sur tout, mais voilà, on a posé quelques jalons. Merci beaucoup, merci Laurence. Alors, pour finir, Paul Mehdi, je pense que vous avez entendu une diversité de points de vue. Une question qui a un peu ressorti, c'est celle de la compétitivité. Finalement, comment aujourd'hui, en intégrant des enjeux écologiques et sociaux, on arrive à pas perdre des points de compétitivité, à être finalement handicapé par sa recherche par la recherche du bien commun. Et cette prime à la vertu, est-ce qu'elle pourra peut-être passer par ce soutien demain aux PME innovantes, aux PME en croissance, aux start-up? Est-ce que ça peut être une priorité des pouvoirs publics? Comment vous pensez qu'on pourrait intégrer ça aujourd'hui? Oui, je peux rebondir juste sur ce qui vient d'être dit parce que je pense, moi non plus, j'ai pas les réponses, hein. Mais je suis d'accord avec vous. En tout cas, je veux bien préciser moi mon propos, c'est que tout va pas passer par l'hypercroissance. Ça, c'est sûr. Le seul intérêt de l'hypercroissance, c'est que parfois, ça peut aller plus vite. Et donc, quand il faut, là, on a une urgence, par exemple écologique. On est quand même vraiment très en retard sur ce qu'on doit faire. Et donc, il faut qu'on arrive à aller le plus vite possible. On n'a pas 100 ans devant nous.
Donc tout ce qu'on arrive à faire en hypercroissance est bien, mais c'est pas la panacée et ça n'est qu'une petite partie de l'économie. Voilà, moi c'est juste pour dire ça. Et évidemment, il y a plein de modèles, mais il faut trouver le bon modèle entre les modèles qui vont demander beaucoup d'argent, mais ceux qui donnent de l'argent, à un moment, ils vont demander un petit retour. Et donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et... Bah exactement. Bah moi je pense que c'est une très bonne idée. Exactement, c'est ça. Bah c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur les classements par thème et par objectif. Et donc après, pour être sûr de bien comprendre ta question, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris en fait. Je la refais. Non, c'est la question qui a été posée par Jean, mais par tout le monde, c'est la compétitivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire écologique, faire social, on peut avoir des modèles économiques, et Bastien l'a montré, qui marchent et qui sont et qui permettent d'aller vite, mais on a aussi plein d'engagements qui coûtent du temps, qui coûtent de l'argent et qui potentiellement ne permettent pas d'avoir la même efficacité économique, parce que aussi les règles de compétitivité ne l'encouragent pas. Et qu'aujourd'hui, faire moins cher, faire finalement plus carboné, parfois on est plus compétitif que l'inverse. Et quand on parle du coup du soutien aux entreprises, aux startups innovantes, aux PME en croissance, mais comment ce soutien-là, il peut peut-être rééquilibrer pour qu'il puisse y avoir une compétitivité plus écologique et sociale. Est-ce que ça serait un objectif que vous poursuivriez? Oui, alors deux choses. Un, moi j'opposerais pas les deux, parce que si on est sur des vrais sujets de transition éco, d'emploi, en fait il y a toujours un marché pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas opposer, à mon avis, opposer les choses. Après, par contre, il faut parfois générer et aider des secteurs qui peuvent pas naître d'eux-mêmes. Et quand on fait par exemple la transition écologique, faut changer l'industrie complète, faut changer nos sources d'énergie, donc ça génère des transformations qui sont très importantes et parfois effectivement ça coûte tellement d'argent que ça n'est pas rentable à long terme. Mais moi j'opposerai pas les deux. Et après, deux, c'est ce qu'on essaye de faire dans les politiques publiques quand on met alors orientation de la commande publique, je pense qu'on le fait assez mal sur ce que tu dis, et ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille, mais honnêtement j'ai pas trouvé de bonnes solutions aujourd'hui. Donc, je suis très preneur, mais je pense qu'on n'est pas très bon sur l'orientation de la commande publique. Mais par contre, sur l'orientation de la fiscalité, il faut vraiment changer la donne, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On a une orientation de la fiscalité qui est essentiellement pour aller aider l'immobilier, par exemple. Ça crée pas beaucoup d'emplois, ça crée surtout des bulles immobilières, ou alors pour favoriser le financement de la dette, parce qu'on va mettre ça dans l'assurance vie qui derrière finance la dette d'État. Donc l'objectif, et c'est ce qu'on essaye de faire notamment avec ma mission, c'est comment on arrive à changer ces incentives fiscaux pour justement que l'argent il aille pas dans les secteurs qui sont peu productifs ou qui correspondent pas à nos besoins, voire même qui créent des bulles comme sur l'immobilier, mais qu'on les mette sur les secteurs qui sont et productifs et en lien avec ce qu'on cherche à faire. Donc oui, il faut le faire beaucoup plus. Moi, je vais faire pas mal de propositions. J'ai vu vos propositions qui sont, je pense, très utiles et je vais m'en inspirer, notamment le sujet, la JEI, Jeune Entreprise à Impact. Je pense que ça, c'est un sujet autour duquel moi, je travaille. Donc, il faut le faire plus, mais on part de, malheureusement, très loin. Donc, il faut, à la fois des incentives fiscaux, à la fois les programmes. Quand vous parlez des programmes de BPI France, le programme, les 500 millions d'euros qui viennent d'être mis sur la Deep Tech, il y a différents programmes comme ça. On essaye d'orienter le plus possible. Et quand on fait France 2030, par exemple, France 2030, c'est 10 objectifs qui sont au cœur de ce qu'on se dit. C'est l'agriculture de demain, c'est l'avion bas carbone, c'est alors parfois ça va un peu loin parce que c'est l'ordinateur quantique, mais on définit les priorités et on met 54 milliards d'euros dessus. Et là, pour des projets dont on attend d'ailleurs au départ aucune rentabilité, puisque c'est vraiment de la subvention. Donc on essaye par des subventions, par de l'incentive fiscal, parce qu'on va y mettre plus de visibilité, on va mettre les choses en lumière, on essaye d'orienter ça. Mais il faut être humble sur le fait qu'on part d'une situation, je pense, qui est
un peu à côté de la plaque, si je peux me permettre, mais qui est la situation de beaucoup de nos politiques publiques dans les 50 dernières années, et comment on arrive à réorienter ça. Mais à chaque fois qu'on fait un changement, ça génère aussi beaucoup de problèmes à tous ceux qui s'étaient mis dans ce secteur-là. Quand tu enlèves un incentive fiscal sur l'immobilier pour le mettre sur la transition écologique, forcément, ça change la vie de beaucoup d'acteurs. Alors, il faut le faire, mais tu peux pas le faire du jour au lendemain. Voilà. Donc. Non, mais par exemple, pour finir aussi, France 2030, nous, on y travaille avec beaucoup d'intérêt, mais c'est vrai qu'on voit finalement les deux écueils un peu du soutien public traditionnel. Il y a aucune conditionnalité écologique ou sociale globale sur tous les secteurs. Et c'est quand même beaucoup des objectifs de France 2030 visent à faire la transition écologique quand même. Oui, mais par exemple, sur les entreprises qui sont soutenues, il n'y a pas d'enjeu d'avoir une transparence sur leurs objectifs écologiques, sociaux, la manière dont elles fonctionnent. Et donc, certains des objectifs sont à visée écologique. Oui, on finance des projets qui sont à cette visée, mais finalement, parfois qui sont réalisés par des entreprises dont on pourrait attendre un petit peu plus. On est d'accord. Alors, leur demander... au cas où, comment elles fonctionnent. Et par ailleurs, il n'y a pas de fléchage. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, tiens, les entreprises à impact, celles qui vont être les plus engagées sur les enjeux écologiques et sociaux, bon, voilà, il pourrait y avoir un pourcentage qui leur soit dédié aujourd'hui. Voilà, c'est ce type, je pense. Non, mais exactement. Voilà. Comme donc vous mentionnez là l'avantage fiscal dans le cadre de l'IR-PME qui a été monté à 25%, notamment pour votre type d'entreprise. Et pour d'autres types de catégories, c'est vrai que dans le droit français, tu n'as pas, mais je crois que ça fait partie de vos propositions, une catégorie spécifique. Tu as l'ESS, tu as les coopératives, mais tu n'as pas les entreprises d'impact. Et donc, c'est une bonne proposition que vous faites de mettre ça en place. Bon, merci beaucoup vraiment à tous. C'était hyper intéressant, très riche.